Je me suis dit, le meilleur moyen pour rencontrer des gens et vivre ta meilleure vie, mais c'est pas du tout un travail. Parce qu'elle a elle-même un mauvais regard sur le sexe et la relation sexuelle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Marie-Ange. C'est ma soeur. Déjà je te fais un gros câlin, hein, parce que c'est important. Aujourd'hui c'est le premier épisode de mon podcast Ergolife. Et j'ai voulu le faire avec d'autres personnes, mais tu t'es choisi parce que ce que tu fais aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Tu apportes aux gens des moments de relaxation. Ah, c'est vrai. Et c'est ce que aussi je fais par mon projet. J'aide les gens à trouver des partenaires pour partager des moments de relaxation aussi. Et ça, je me suis dit, c'est important dès le départ de le faire avec toi. Donc bienvenue chez moi, on est chez moi aujourd'hui ici. Et j'aimerais que tu te présentes toi-même. Ouais. Et bah écoutez, bonjour à tous. C'est la première fois que je fais un podcast ou filmé ou audio, donc je suis un peu émue. Donc voilà, je suis très heureuse de faire ce premier épisode avec toi, mon cousin chéri d'amour. Que vous dire, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 37 ans maintenant et je suis massothérapeute énergéticienne depuis presque 3 ans. Je travaille à aligner le corps et l'esprit par le toucher au travers de massages. Je suis aussi formatrice en massage énergétique et soins holistiques et j'ai d'autres compétences que j'ai acquis, massage femme enceinte, bébé, avec l'accompagnement papa et voilà. Je travaille au sein de différentes entreprises, de très belles entreprises à Paris. Je travaille aussi en EHPAD avec le personnel soignant et j'ai un cabinet à Paris. Et depuis peu, en fait, je fais Paris-Nice. Voilà. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de répandre et transmettre l'amour. C'est-à-dire l'amour par le toucher. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'avaient pas une bonne image du toucher ou un toucher juste. Parce que le toucher est associé souvent à la sexualité ou associé à quelque chose de dangereux, type viol, inceste, tout ce genre de choses-là. Ouais. Alors que pas du tout. Et je voudrais aussi que chacun d'entre nous comprenne que c'est super important d'avoir la phrase qu'on connaît tous, mais c'est un esprit sain dans un corps sain. Et de se faire du bien, ça découle sur d'autres aspects de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends soin de toi en mangeant correctement, en faisant des choses qui te plaisent, en te faisant masser, en faisant du sport, etc., ça va influer sur ta vie. C'est-à-dire que tu vas gagner confiance en toi, tes cercles d'amis vont changer ou augmenter, tu vas vouloir progresser dans ta vie parce que chacun d'entre nous avons des objectifs différents. Et en fait, c'est juste ça la base de la vie. On n'est pas là pour subir, on est là pour kiffer notre vie et vivre la meilleure vie qui nous est possible de vivre chacun individuellement. Exactement. Mais dis-moi, dans cette vie, on en parlait tout à l'heure où tu allais bosser avant dans le pub et tout. Comment tu pars de pub à ce côté-là de créer des moments de partage avec une personne? Même si dans ces deux côtés, tu as toujours eu ce contact humain qui est au cœur de tout ce que tu as fait. Mais comment la transition s'est faite? Et aussi, tu as été déjà mannequin. T'as déjà fait un peu quelques shootings pour des connaissances et tout? Alors attends, on va reprendre. À la base, j'ai fait du commerce international. D'accord. Ensuite, j'ai travaillé dans la mode en Angleterre, dans une marque du groupe Estée Lauder, en tant qu'assistante marketing événementiel, où j'organisais les défilés de mode, des séances de massage, enfin bref, tout ce qui a rapport avec un institut. Je suis revenue en France, j'ai travaillé 10 ans en banque. 10 ans en banque pour des banques internationales et en fait je devais gérer les comptes de banques qui avaient des comptes dans des banques françaises, donc toutes leurs opérations courantes comme les opérations que toi tu peux avoir. Et en fait à ce moment là je l'ai fait pendant 10 ans, mais c'était pour répondre à un besoin de la société, c'était même pas en accord avec moi-même. Ah non, aucune. Ouais. La seule passion que j'avais, c'était d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs. Ouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais attends, en fait ça va pas du tout. Il y a un truc qui va pas là. Ouais, c'est ça. Moi je vibre pas ça, tu me connais, moi je vibre la fête, l'amusement et tout ça, le rapport entre les gens, et je me sentais pas du tout bien à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que un jour j'ai pété un câble, j'ai dit en fait j'arrête.
Et en fait, j'ai fait aussi un burn-out. Et je me suis dit, je veux absolument un autre rythme de travail où je puisse déjà concilier ma vie personnelle, sortie, sport, etc. Et travailler, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Donc je me suis dit, le meilleur moyen pour rencontrer des gens et vivre ta meilleure vie, c'est de travailler la nuit. Au départ, je voulais travailler à la foire de Paris, tu vois, dans ce milieu-là, rencontrer beaucoup de gens et tout. Et ça s'est pas fait. Et par le plus grand des hasards, en 5 minutes, j'ai été recrutée dans ce bar-là, dans ce pub-là, et j'ai commencé à y travailler. Et là, je me sentais déjà mieux. Parce que, en fait, c'est bête, mais nous, on participe au fait que les gens passent une bonne soirée. Et donc, au-delà de passer une bonne soirée, ils vont se détendre, ils vont vivre leur meilleure vie, le temps d'un instant. Mais du coup, ces clients que tu vois de manière ponctuelle deviennent des habitués et deviennent tes amis, tu vois. Exactement. Et du coup, tu te sens utile. Et après, moi, j'ai commencé mon chemin personnel de développement. J'ai commencé à comprendre certaines choses par rapport à moi, par rapport à la vie, par rapport aux lois de l'univers, machin. Et puis, je me suis formée, mais sans grande conviction, tu vois. Je me suis dit, bah vas-y, je vais me former au massage. Et puis, on verra bien. Mais c'était comme pas... ça. Ouais, mais sans... Et en fait, c'est une pub qui est apparue sur Facebook. J'ai contacté le mec, il m'a dit, bah il y a de la place. J'ai dit ok, et je me suis formée. Avant de faire ça, avec le temps, tu t'es créé un univers une préparation, tu fais une préparation pour le faire, ou tu sais comment ça se passe en fait. Tu crées un environnement, tu vois. Ouais, alors moi ma signature c'est de venir avoir, j'ai un triptyque, c'est-à-dire qu'en fait j'utilise un bol chantant. Ça, c'est pour un peu remettre les énergies en place. Chantant. Ouais, un bol chantant, un bol tibétain. Un bol chantant tibétain, et en fait, les vibrations du bol agissent, toi, sur tes chakras, donc c'est super cool. J'ai ça. J'utilise aussi des pierres. Ok. Donc là, c'est lithothérapie, parce que les pierres, on connaît, ont toutes des fonctions. Et il y a un triptyque qui reste toujours avec moi. Noires, là, ou ah non, il y a différents types de pierres. Il y en a plusieurs. Mais moi, il y en a 3 que j'ai choisis. Donc, c'est la septaria. Donc c'est une pierre en fait qui retire les mauvaises énergies et qui amène un certain lâcher prise. Elle ressemble un peu à un œuf de serpent, moi j'appelle ça comme ça. J'ai une pierre pour l'abondance aussi. L'abondance, c'est pas forcément la richesse financière, mais c'est l'abondance sous toutes ses formes. J'ai aussi une labradorite, ça c'est pour moi. Labradorite, c'est une pierre en fait qui va moi me protéger contre les échanges d'énergie que je vais avoir avec les personnes. Ensuite, alors moi ma signature c'est de venir toujours avec des bougies aussi et une touche d'Afrique. Ouais, c'est-à-dire que dans tous mes massages, soit si je ne peux pas le faire, je porte quelque chose en wax, tu vois, ou alors en général sur les tables de massage je mets un pagne. Alors le premier pagne que j'ai utilisé c'est le pagne que ma grand-mère m'a donné, mais elle est morte depuis, donc ça a une valeur très très importante pour moi. Que j'utilise tout le temps, et en fonction des gens j'ai différents pagnes, et en fonction des gens de leur énergie j'utilise des couleurs différentes, donc ça c'est toujours comme ça. Ok, et après les massages, c'est quoi le rituel? Parce qu'il y a ce truc là où tu vas aider quelqu'un à se détendre, à quitter un peu tous ces trucs, toi-même comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... tu prends l'énergie des autres ou bien de les aider à évacuer? Est-ce que tu as un rituel toi pour... Ouais. Alors, en fait, comme disait mon formateur me disait, en fait, il n'y a pas d'énergie que tu prends. Alors, comment il me disait ça? Il me disait, en fait, il faut arrêter de croire que tu vas prendre quelque chose de mauvais. Parce qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Donc, mais, en fait, à chaque fois que je vais commencer ma séance, avec la personne, on a toujours un temps d'échange. D'un quart d'heure, 20 minutes, pour savoir comment elle va, comment elle se sent, mentalement et physiquement. Et c'est quoi, elle a besoin aussi. Exactement. Et je lui demande ce que je peux lui apporter ce jour-là. Donc les personnes vont se livrer ou pas. Ensuite, on effectue le massage. Et à la fin du massage, en général, moi, le corps me parle. Parce que tu sais que dans le corps, on garde en fait tout... Le corps, il ment pas. Non, le corps, il ment pas. Et il garde en fait tout ce qui s'est passé de maintenant, depuis le moment de ta naissance jusqu'à maintenant. Sous forme de tension, sous forme de spasmes, etc., etc. Et en fait, je délivre aux gens des messages sur leur vie. Alors des fois, ça remonte encore un peu plus loin, parce que tu vas avoir des choses qui sont familiales, transgénérationnelles. Et donc à la fin du massage, on a aussi ce temps d'échange avec la personne où je lui explique certaines choses par rapport à sa vie et ce qu'elle veut faire. Et elle en fait ce qu'elle en veut de ce que je lui dis. Soit elle l'utilise pour travailler et améliorer sa qualité de vie, soit elle le prend comme information et puis c'est tout, tu vois.
Et oui, pardon. Et pour se protéger des énergies, alors ouais, j'ai tout un rituel, c'est-à-dire que en fait, quand j'arrive, je me mets dans une espèce de bulle. Et je fais une prière en demandant de n'apporter qu'il y ait un échange entre la personne et moi, mais qu'un échange constructif, un échange de vie. C'est-à-dire que la vie sait mieux que moi ce qu'il faut lui apporter, et que la personne aussi m'apporte. Mais ça, les gens ne l'imaginent pas, que la personne aussi va m'apporter quelque chose de bon, tu vois. Et donc voilà, je me mets dans ma bulle, je fais ma petite prière, et ensuite je fais beaucoup de respiration, toute seule et avec aussi le massé, de manière à accorder nos fréquences cardiaques, tu vois, et à ne créer qu'un, parce qu'à ce moment-là, il y a 2 corps différents, mais ça ne crée qu'un. Et voilà. C'est très passionnant. Ça se voit que t'es hyper passionné de ce que tu fais. J'aime trop. Je pense que je changerais pour rien au monde de métier. Tu penses que tu as trouvé ta voie, ta passion de cette vie? Ah ouais, parce que pour moi, c'est pas un métier. Ouais. Tu vois, c'est pas un métier. Alors oui, il y a des contraintes, machin, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est pas du tout un travail. C'est chaque jour, j'ai le plaisir de faire ce que je dois faire. J'ai le plaisir d'aider les gens, mais pour pouvoir aider les gens, il faut aussi que je m'aide. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi parce que moi, d'un côté, mon projet avec Hugmify, je le vois de cette manière aussi, une passion. Parce que, tu sais, il y a même pas un mois, il y a une utilisatrice qui va se marier en mars. Trop cool. C'est-à-dire que en fait, c'est une fierté dans le sens où tu as réussi à créer quelque chose où il y a des milliers de personnes qui l'utilisent et il y a une personne qui a trouvé une autre personne et ils vont se marier. Ah, c'est 2 utilisateurs? Ouais. Oh, trop génial. Trop tu bien. vois ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce cas-là, c'est plus une entreprise, mais c'est quelque chose de passionnant, tu vois. En fait, on participe à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est ça, tu vois. Et tu sais, quand tu lis des livres de développement personnel, de richesse et tout ça, eh ben on te dit que pour atteindre un niveau de richesse, il faut que tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi. Ouais. Et c'est pas toi, mais c'est les autres qui vont te faire devenir plus grand. C'est ça. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. En fait, je pense que le Covid, comme tu disais tout à l'heure, nous a tous marqués. Mais il faut qu'on n'oublie pas qu'avant tout, on est des êtres humains et qu'on a besoin d'échanges. Mais comment tu l'as vécu, toi? Ah, le Covid, c'était horrible. Ah, le Covid, c'était franchement... Les gars, je sais pas pour vous, mais moi, c'était horrible. Oh. Raconte un peu. En fait, le Covid, c'était horrible. Pourquoi? Parce que je devais faire l'école à la maison pour les enfants. Moi qui aime sortir tout le temps, et ben on se retrouvait privés de tout. Et le pire, c'était qu'en fait, on avait la télé tout le temps, la radio. Alors je comprends et je suis d'accord qu'au départ, c'était vraiment une hécatombe, c'était horrible. Mais en fait, on nous maintenait, pour moi, dans un état d'anxiété. Ouais. Et c'est juste, ça c'est la fin de tout. La fin de tout. Et de devoir parler à des personnes, parce que je sais pas toi, mais moi j'appelle pas, regarde, on s'appelle pas. Oui. C'est si on doit se voir, bah on se voit tel jour à telle heure, tu vois. Plus personne ne s'appelle pour dire alors ça va, tu fais quoi, machin. C'est le lien physique. Ah mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'était très dur. Et ouais, toi tu l'as vécu comment? Ah mais tu sais moi, je l'ai bien vécu. Ah ouais? Ouais. Mais c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'était dur, mais je l'ai bien vécu dans le sens où juste avant le Covid, genre en 2 mois avant qu'on tombe en 2020, c'était en 2020, bah je suis rentré, j'avais arrêté le boulot, je suis rentré au bled, j'ai vu ma famille. Oui, je m'en souviens. Tu vois, il y a eu ce truc là où j'étais avec ma famille, j'ai fêté le nouvel an là-bas, et après je suis rentré ici, c'est arrivé 2 mois après. Bah, dans cette période là, j'ai démarré mon projet, et c'était dans le sens où mon projet, c'est de faire rencontrer des gens. Ce côté-là, c'était horrible. Tout a été fermé, du coup, tu ne pouvais plus rencontrer des gens, bien faire rencontrer des gens. Ça devenait plus compliqué. En même temps, ça m'a permis de pouvoir commencer à apprendre à connaître les gens, les utilisateurs, à essayer de bosser sur mon projet, à bosser sur l'application, à faire... En fait, j'ai beaucoup bossé. Ouais. Tu vois, je me suis mis dans le travail pour... Il n'y avait que travail, tu vois. Il y a des heures, je terminais de bosser le matin à 6h, je me couchais, je me relevais à 11h ou à midi, je mangeais, je reprenais le boulot, quoi, tu vois. J'étais là juste en train de bosser tout le temps. Du coup, je kiffais ça, le fait de pouvoir bosser tout le temps, c'est quelque chose qui me passionnait.
et aussi de pouvoir avoir le temps de discuter avec les utilisateurs, tu vois, d'apprendre à les connaître et tout. Mais en même temps, j'étais déçu par le fait que je pouvais pas concrètement sortir et aller dehors. Les activités étaient fermées pour pouvoir mettre en place des choses. J'étais un peu déçu là-dessus, tu vois. Et après, les proches, je ne pouvais pas les voir, tout ça. C'était dur, mais j'étais à fond dans le boulot. On s'appelait des fois, tu sais, à un moment, on est rentré dans un truc où c'était les appels vidéo qui étaient le FaceTime, où il y avait Clubhouse, où tous les trucs possibles, on s'appelait, où on faisait des apéros en FaceTime. C'était horrible, hein, les apéros en FaceTime. C'était horrible. Moi j'en ai fait quelques-uns, ça m'a saoulé. Ouais, c'est ça. Moi aussi, avec en plus, il y avait différents groupes. Soit c'est les potes, soit c'est les collègues, soit c'est les machins, soit c'est la famille. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à se dire. On mange, on lève notre verre tous ensemble. Ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu dis c'est bon, on a fait le tour. Tu vois, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai lu un livre et toi, j'ai dormi. Ok, super. Tu vois, on est là à manger toute la journée. Moi, c'est ça. À un moment, je me suis dit, moi, je me suis mis un truc de faire un nouveau plat tous les jours, ça m'a saoulé. Mais c'est ça, mais nous on a tout essayé, j'ai tout essayé, j'ai fait de la couture, on a fait... Non, c'était... Mais tu vois, le positif dans ce que tu me racontes et que j'aime beaucoup, c'est que du coup, tu as été forcé de voir comment les gens fonctionnent, donc leurs habitudes, tu vois ce que je veux dire, et de créer des nouvelles habitudes pour se rencontrer. Et vu que Hug Me Fi, c'est ça, c'est que les gens puissent se rencontrer dans un cadre noble et sain, tu vois, de se faire des câlins machin, tu dis comment on fait alors si on est bloqué et s'il y a ça, tu vois, de quoi on va parler de, tu vois, et donc ça donne une force encore plus à Hug Me Fi. Exactement, et surtout je pense que cette période qu'on a eue, ça a ouvert les yeux sur les gens, sur les rencontres, tu vois. Dans le sens où avant les rencontres, on se voyait, on buvait un verre et puis ça finissait. Et en fait, les gens, c'était ça, c'était une routine. J'ai parlé des gens au téléphone pour mon projet, tu entendais que c'était une routine et qu'ils en avaient marre parce que ça ne les conduisait pas dans des relations qui étaient vraies, tu vois. Et là, tu comprends qu'il faut apporter quelque chose de nouveau aux gens pour faire des rencontres beaucoup plus saines, qui les aider à créer une vraie connexion, à partager de vrais moments. Et c'était ça mon but, tu vois, sur ce projet. En fait, s'il n'y avait pas cette période-là, j'aurais sûrement pris le projet d'une manière, mais différente de ce qu'on a eu, tu vois. Dans ces périodes de confinement aussi, ça t'ouvre les yeux sur quelque chose de nouveau. Mais c'était horrible, mais ça t'ouvre les yeux sur... En fait, les rencontres, tu le vois différemment. Tu peux plus le voir les gens comme tu... Il y a des gens, en fait, des fois, tu avais les Tinder, toutes les applis qui existent aujourd'hui, tu avais accès à beaucoup de personnes, mais rapidement. Du coup, il y a plus de connexion que ça qui se créait, tu vois. Et là, c'était le fait de pouvoir... C'est pour ça que moi, ça m'a poussé à forcer les gens à faire des activités pour créer des liens. C'est-à-dire, avant de se voir, il faut partager une activité. C'est ça le cœur de l'application, tu vois. Il faut partager un moment avant de partir. Ce qu'on va faire, c'est en mode, tu vas choisir une carte. Ouais. Et je vais te poser une question. Ouais. Et tu vas répondre. Et tu vas te choisir. Et à la fin, tu vas devoir choisir une carte pour la prochaine personne qui passera au podcast. Ok. Je sais pas encore qui, mais... Tiens. Merci. Quand faut-il dire je t'aime pour la première fois? Dès qu'on le ressent. Dès qu'on le ressent. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a ce mythe-là de... Est-ce que c'est l'homme qui dit avant ou un truc d'enfant, mais c'est souvent... Ça existe encore aujourd'hui. Où il y a des gens, si c'est l'homme qui le dit avant ou c'est la femme qui le dit avant, tu vois. Mais là, t'es tombé sur la mauvaise personne, tu me connais. Moi, en fait, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien lire les autres questions, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe... En fait, si tu veux, moi, j'ai libéré ce truc-là dans ma tête. Ça veut dire que toutes les personnes qui me connaissent intimement, qui sont des proches à moi, savent que moi, je t'aime, c'est un mot normal, tu vois. Et si je rencontre un mec aujourd'hui et... il me plaît et je lui dis je t'aime, et je lui ai dit, charge à lui de le prendre comme il a envie de le prendre. Si c'est trop pour lui, c'est qu'il doit pas rester dans ma vie, tu vois, ou qu'il doit s'interroger. Mais en fait, dire je t'aime à quelqu'un, c'est un état à un moment donné. Et après, avoir peur de le dire, c'est parce qu'en fait, on a peur de la suite
Mais la suite, on s'en fout. Parce qu'en fait, le fait de dire je t'aime montre tout simplement que nous, on a un cœur qui est ouvert et qu'on est prêt à donner de l'amour ou à en recevoir. Mais tu sais, t'es maman. Ouais. Et tu le dis souvent, parce que tu sais, dans notre culture, en Afrique, c'est pas un truc qu'on dit souvent aux parents, ou c'est des parents ne nous disent pas ça. Mais on sait quand même qu'ils nous aiment, tu vois. Mais ce mot n'est pas utilisé assez souvent en Afrique. Mais toi, de ton côté, je suppose que tu le dis. Ouais, moi je le dis à mes enfants, peut-être un peu trop, je pleure et tout. Et mes enfants ils me disent des fois, maman, on en a marre de toi. Tu vois, mais. On peut plus, on sait que tu nous aimes trop. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, je leur dis, franchement, vous êtes mes enfants préférés et tout. Mais pour moi, c'est important de le dire. Pourquoi ? À aujourd'hui, leur dire, même si là ils disent ils s'en foutent, ça leur donne une confiance en eux. Et ça veut dire, maman elle m'aime, maman elle est avec moi. Ouais. Et comme ils disent les Américains, I got your back, tu vois. Maintenant, ça créera que plus tard, je l'espère, dans leur vie de couple, soit hétéro, soit homo, ça c'est pas mon problème, et ils seront à l'aise avec ce sentiment-là. Ouais. Et en fait, ils auront envie de partager de l'amour parce que c'est ce qu'ils auront connu toute leur enfance. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que de mon côté, c'est quelque chose que j'ai appris en étant loin de ma famille. C'est quelque chose que j'ai appris à faire avec ma mère. Lui dire que je l'ai. La première fois, je lui ai dit, elle m'a dit merci. Même pas dit merci. Elle m'a dit Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc où je lui dis à chaque fois, souvent, il me dit merci. Et pour moi, le merci, ça veut dire je t'aime aussi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a une certaine pudeur. C'est ça, aussi. Tu vois. Elle le dit jamais, mais. En fait, elle le prend avec amour, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et je trouve que c'est un peu dommage dans notre culture qu'on se le dise pas beaucoup, tu vois. C'est ça. Et tu sais, moi je pense qu'en fait, on est là pour changer la donne. Ouais. On est là pour faire avancer les choses. Tu vois, il y a un truc chez nous qui dit que, en fait, parce que tes parents t'ont mis au monde, tes parents t'aiment. C'est faux. Ah, mais je suis d'accord. Tu vois, donc, faut arrêter avec ça. Tu vois, faut se sentir libre. Dire je t'aime à quelqu'un, c'est aussi important parce que c'est ancré dans la matière quelque chose qui existe. Comme j'ai déjà entendu dire, ouais, mes parents, ils m'aimaient parce qu'ils m'ont donné à manger, ils ont tout fait pour moi. Mais si on revient au départ, tes parents ont choisi de t'avoir. Ou pas. Parce qu'il y a des cas où ils n'ont pas eu. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas eu le choix de choisir d'être avec une personne. Oui, mais de fait, tu es là. Tu l'as demandé dans une autre théorie, oui, tu l'as demandé, mais tu ne l'as pas demandé, mais tu es là. Ouais, donc en fait, tes parents font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire dans leur contrat, si tu veux, de parents, de mettre à manger sur la table, travailler, etc. Ils ne sont pas obligés aussi, tu vois ce que je veux dire ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment parce qu'ils ont fait ça, il n'y a pas de lien de cause à effet avec l'amour. C'est ça en fait. Ils apprennent à t'aimer avec le temps aussi. Mais oui. Parce que quand je disais que ou pas, c'est dans le sens vraiment où... En fait, il y a des parents, ils choisissent pas d'être à l'ancienne. On rassemble deux personnes, on leur dit vous allez vous marier, vous allez fonder une famille, vous allez faire des enfants. Ils s'apprennent à s'aimer avec le temps. Et les enfants aussi, quand ça vient, tu sais, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même, il y a des. Quand tu appelles la famille, moi, on me dit en mode. Ouais, c'est quand tu fais des enfants, c'est quand tu fais ci, tu vois, ou bien. Ma grand-mère me dit ça à chaque fois, c'est quand tu fais des enfants, tu vois, mais ça, on me dit t'inquiète, ça va arriver, reste encore en ville pendant longtemps, tu le verras. Pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire, donc ça viendra. Mais c'est dans le sens que je trouve qu'avant, les parents, ils n'avaient pas trop le choix. Même, ils ne savaient pas ce que c'est aimer, ils vivaient, tu vois. Ils utilisaient les moyens qu'ils avaient pour montrer leurs amours, les choses qu'ils ont. Mais ils n'étaient pas aussi bien. Même nous, on n'est pas. Nous, je sais pas. On utilise les outils qu'on a pour montrer l'amour qu'on a, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que nous, on est là pour faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'on part de nos parents qui n'avaient pas le choix. On va prendre une majorité des cas qui ont été forcés à être ensemble ou à vivre ensemble, etc. Donc, qui ont appris sur le tas. Mais maintenant, ils ont vu qu'il y avait des choses qui étaient bien ou pas bien. Pour certains, comme moi, j'ai la chance que mon père me parle beaucoup et m'explique des choses. Du coup, ça fait que ces choses-là, je vais les reproduire ou pas, parce qu'il m'a expliqué comment il les a vécues dans sa vie. Pour ceux qui n'ont pas
des parents qui communiquent autant, c'est pas très grave, mais avec tes yeux, tu vois et tu jauges ce qui est bien, ce que tu vas utiliser, ce que tu ne vas pas utiliser dans ce qui a été dit. Donc, c'est à nous de créer la suite, tu vois. On peut pas, à nos parents, on peut rien leur reprocher. Non, pas du tout. Tu vois. Même ils savaient pas ce qu'ils faisaient aussi. Non, ils pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils faisaient. Et même, regarde maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on a tout un tas d'outils de développement personnel. Quand j'entends développement personnel, quand je dis développement personnel, ça veut dire tout simplement apprendre à se comprendre, à comprendre l'être humain, à comprendre comment on doit fonctionner ou pas. Dans ton exemple, la mamie qui demande quand est-ce que tu te maries, tu fais des enfants et tout, c'est normal parce qu'elle, c'est dans son cheminement de la vie, c'est-à-dire, tu as atteint un certain âge, il faut une femme, des enfants, et là la vie est réussie. Mais toi, tu cherches à t'épanouir déjà personnellement. Exactement. Et en fait, ça ne peut donner qu'une meilleure relation de couple parce que tu vas le faire au moment où tout sera aligné chez toi et tu seras prêt. Tu vois ? Je suis totalement d'accord. Voilà. Donc prenons notre temps, arrêtons de nous comparer. Il y a pas, et maintenant c'est trop bien, tu vois, il y a de tout qui existe. Il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui et ça te permet de grandir. Ce qu'il n'y avait pas avant. Exactement. Avant c'était sur le tas et grandissait à la dure, à l'expérience, mais aujourd'hui on a une chance où on a accès à beaucoup de contenu qui nous éduque, qui nous montre plusieurs facettes de la vie. Et nous donne le choix de pouvoir suivre un certain chemin de ce qu'on veut faire, tu vois. Exactement, et ça c'est magnifique. La vie, je trouve, à l'heure actuelle, pour moi, je me dis, quand on n'essaye pas de vivre notre meilleure vie, je me dis qu'on est criminel envers nous-mêmes, et criminel envers la vie, parce que, en fait, on a tout un tas de contenus, comme tu dis, de contenu gratuit, de contenu payant, mais déjà le contenu gratuit peut nous aider à être une meilleure version de nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut changer. Donc en fait, il n'y a pas... On a tout en main pour pouvoir accéder à tout ce qu'on veut, que ce soit l'argent, soit ça, un corps, ça soit une femme, un homme, etc. Il y a tout. Et revenons un peu à ce que tu fais, ta passion, c'est quoi la relation sur la suite avec les massés, comme tu les appelles, et toi? En fait, comment ça se passe après? Comment ça se passe on avait parlé tout à l'heure de comment ça se passait pendant les massages et tout, mais après cela, est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est quoi les fréquences où les gens ils demandent par exemple, tu vois? Alors, moi ce que je recommande entre chaque soin, c'est d'attendre 3 semaines. Pourquoi ? Parce que en fait, les massages, et surtout les massages énergétiques, vont chercher très très loin dans l'être et dans la personne que tu es, dans tes charges émotionnelles, tes blessures, etc. Donc le temps que tout se mette en ordre, que ça se passe à l'intérieur et donc à l'extérieur, il faut un minimum de 3 semaines, tu sais les fameux 21 jours, pour pouvoir reprendre rendez-vous. Et après moi, mon but c'est de faire un accompagnement, mais que la personne soit autonome, parce qu'il n'y a pas de magie, je ne fais pas de magie. En fait, je ne fais que raviver ce qui existe déjà chez la personne. Et poser des mots en retirant déjà, en faisant comprendre à la personne déjà qu'elle n'a pas à se sentir coupable, qu'elle n'est coupable de rien, parce que souvent il y a un sentiment de culpabilité, voilà, que tout est parfait en son temps, mais que pour que ce soit encore meilleur par rapport à son objectif à elle, il faut, ou elle peut, mettre des petites actions en place. C'est tout. Ok. Mais du coup, toi, personnellement, ce truc-là que tu apportes aux gens, c'est assez personnel. Ah oui. Mais comment toi, tu arrives à agencer la vie de perso? En même temps, c'est professionnel de ton côté aussi. Tu apportes un côté personnel aux gens qui est ton boulot, ta passion aussi. Mais toi, personnellement, comment ça se passe? Comment moi je me ressource? Ouais. À part, t'as dit que tu créais ta bulle tout à l'heure pour avant des trucs, mais toi, comment tu te ressources? Alors au début, je le faisais pas du tout. Et parce que j'ai été trop une acharnée du travail. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée épuisée. Ouais. Parce que tu donnes, mais tu reçois pas. Ouais. Maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je m'accorde du temps pour moi, pour faire des choses simples, sortir, comme tu connais, voir des amis, voir la famille, passer du temps avec les personnes que j'aime, faire des activités simples, voyager, aller au cinéma, enfin toutes les choses moi qui vont me faire du bien, dormir. C'est bête, mais dormir.
Il n'y a que le calme aussi, le silence, moi, va me permettre de me recharger, de me ressourcer pour pouvoir aller donner, tu vois, encore mieux. Après, je suis aussi suivie, parce qu'il ne faut pas se mentir, par différents thérapeutes et en fonction de la problématique que j'ai, du moment ou de l'état que j'ai. Et en fait, elles me suivent à extérioriser des choses. En vrai, c'est quelque chose d'important, ça, en vrai. Toujours. Je pense que... Tu sais, on n'a pas été éduqué par ça. Moi, je pense que je suis mon propre thérapeute d'une certaine manière, ou c'est Dieu mon thérapeute, tu vois. Ouais. Mais avoir des personnes qui sont spécialisées, qui peuvent t'écouter, te faire comprendre certaines choses, c'est... À quel point ça t'aide. Mais ça, en fait, tu vois, c'est exactement comme avec l'exemple du contenu tout à l'heure. Tu as des personnes qui ont compris déjà des choses, qui te le mettent sur la table. Et ben là, c'est la même chose. Quand moi, je vais avoir du mal, oui, je suis mon propre thérapeute, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais voir qu'une situation se répète, par exemple un schéma répétitif, ou que je vais me sentir dans un état différent, il y a une personne qui est spécialisée sur ça, tu vois, et qui va débloquer le truc en 30 secondes, alors que moi, si je le fais, le temps que je documente, je fasse ci, je fasse ça, je dis une bêtise, ça va prendre 6 mois, alors que là, en 1 mois, 2 mois ou 3 jours, ça va être réglé et on passe à une autre étape. Tu vois, donc en fait, faut aussi comprendre qu'on est tous interdépendants, on travaille tous ensemble dans la vie et que avoir ce sentiment d'ego de dire non, moi tout seul, moi je peux faire, moi, ça sert strictement à rien. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais t'en as combien du coup de thérapeutes par 4. 4. 4 différents. C'est quoi les tu vas avoir sophrologue, kinésiologue, une coach aussi. Et une deuxième coach médium, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, toutes ces facultés-là, enfin la plupart, je les ai, je les connais, je sais comment le corps fonctionne, mais des fois, il faut les activer. Exactement. Et l'activer sur soi-même, on peut, c'est bien, mais autant se faire aider. Tu sais, c'est encore le même principe de je veux faire du sport, je sais exactement ce qu'il faut faire, machin, t'as un coach. En fait, toute la journée, il ne fait que ça. Il va te dire, bah, fais tel mouvement, fais ça, ça va aller plus vite. Tu vas atteindre ton objectif de poids ou de prise de masse. Et voilà. Ouais. Tu vois. Et aussi un truc que je voudrais rajouter pour nous, les afrodescendants, c'est qu'on a tendance à diaboliser tout ça, tout ce qui est ce côté thérapeutique, à dire que c'est... Alors pas toi. Non mais tu sais, je vois très bien, sans te couper bien sûr, c'est... En fait, je pense pas qu'on diabolise ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on nous dit en mode où on ne met pas ça dans notre culture, on n'a pas été éduqué avec ça, tu vois. Parce qu'on a été éduqué à la dure. À la dure, tu vois. En fait, on a été éduqué à sois fort. C'est ça. Encaisse les coups et tout, mais en fait... T'as rien à dire en fait, tu vois. C'est un mode où, en fait, tu dois juste encaisser ce qui vient ou t'as rien à dire, tu vois. Voilà, et après c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne, mais Dieu il a dit tout simplement, et toi le ciel t'aidera. Exactement. Tu vois. Et il nous a pas, si Dieu est amour, Dieu nous a pas mis sur terre pour souffrir. Quel parent va mettre au monde son enfant pour souffrir, à moins que, bon, après, il y a des dysfonctionnements et tout ça. Mais personne ne fait ça. Ouais. Donc, non, et en plus, c'est dommage que nous, on ne le fasse pas, parce que dans notre... tu sais, chez les afro-descendants, il y a la culture de la parole. Ouais. La parole. Les femmes qui sont au village, tu sais, qui s'assoient devant la porte le soir, qui parlent, qui racontent tout. Et en fait, tout ça, ça s'est perdu. Et tu sais, souvent, ça se retrouve chez les femmes, par exemple, quand elles vont se coiffer ou... Mais même ça, chez les hommes aussi, hein, en fait c'est souvent les vieux ou les personnes où la thérapie c'est quand ils se retrouvent dans les barbershops et tout et ça se tape les meilleures discussions, tu vois. C'est ça, de ce style-là, c'est la thérapie, tu vois. Mais c'est ça une thérapie. En fait, le mot thérapie, c'est juste le fait d'extérioriser quelque chose. Tu vois, de parler, de poser. Je sais pas moi, tu vas avoir envie de... Voilà. L'idée du podcast, tu l'avais dans la tête, d'accord, depuis X temps. Le fait de le verbaliser, tu t'es rendu compte, mais en fait, c'est génial. Tu vois. Alors que peut-être que quand tu étais là tout seul en train de réfléchir dans ta douche ou dans ton lit, tu disais, oh, mais comment je vais le faire et tout ça, attends, je vais passer par là, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, hop, tu l'as verbalisé, le truc s'est mis en place tout seul. Moi j'ai un truc où il y a des choses, je les fais avant de réfléchir après.
c'est ça. Tu vois, dans le sens où, par exemple, mon projet, c'est un truc qui, en fait, c'est venu comme ça. J'ai démarré avant de commencer à planifier. Moi, perso, je trouve que c'est mieux. Et je suis comme toi. Parce que si je ne le fais pas de cette manière, je pourrais pas le faire. Je serais là à traîner, tu vois. J'ai beaucoup de connaissances ou de personnes. Il faut planifier, c'est important de planifier aussi, mais c'est un mode où, en fait, il veut tout planifier de A à Z avant de démarrer. Parce que ça rassure. Ça rassure. Mais en même temps, c'est... Mais ça empêche Tu sais, ce qui est beau dans la vie, excuse-moi de te couper, mais pour moi, c'est la spontanéité. Ouais. Après, tu t'adaptes. Et tous les grands chefs d'entreprise avec qui j'ai discuté, ils m'ont toujours dit la même chose. Arrête de réfléchir, fonce dans le tas. Ouais. Et après, tu vas ajuster. C'est ça. Tu vas adapter, tu verras ce qui fonctionne moins, à quel moment, à quelle fréquence tu dois le mettre en place. Faut être agile. C'est ça, tu vois. Mais c'est ça aussi qui est marrant, c'est que du coup, quand tu veux être entrepreneur ou en profession libérale, en fait, il faut que tu changes ton état d'esprit. Ouais. L'état d'esprit du salarié, c'est celui qui exécute. L'état d'esprit de la profession libérale ou de l'entrepreneur, c'est celui qui crée en permanence. Ouais. Donc, il crée tout le temps. À la fois le contenu, à la fois les offres, à la fois les clients, mais il crée aussi son salaire. Ouais, il crée tout. Donc, en fait, il n'y a pas à avoir... Si tu veux te mettre dans des cases rassurées en faisant des schémas, des tableaux Excel, machin et tout, tu feras jamais rien. Et tu seras toujours à cette place un peu de servitude. Ouais. Mais tu sais, c'est pas facile. Et moi, il y a un truc, je me dis, je ne conseillerais pas à tout le monde d'entreprendre. Déjà, on est tous entrepreneurs déjà de base. Bah oui. Mais je ne conseillerais pas aux gens d'entreprendre. Mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent vraiment bien, tu vois. Pas à moitié. Parce que j'ai des amis que j'aide des fois pour l'entrepreneuriat. En fait, des fois, tu te retrouves plus à porter leurs projets qu'eux-mêmes. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est un mot de tu les aides à entreprendre, mais seulement que, en fait, des fois, tu sens qu'ils sont pas motivés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait, il y a une différence entre le rêver et passer à l'action. Parce que quand tu passes à l'action, en fait, être entrepreneur, ça demande de travailler sur soi, de ne pas avoir peur, d'être organisé, de ne rien prendre personnellement, parce que peu importe le business que tu as, en face de toi, tu auras des clients. Et les clients, des fois, vont te suivre, des fois, ne vont pas te suivre. Si tu t'arrêtes au fait que les gens ne te suivent pas, tu restes à zéro. Des fois, ils vont te défoncer, des fois, ils vont tu vois. C'est ça. Il faut être prêt à encaisser aussi le coup. Mais en fait, au bout d'un moment, tu n'encaisses plus, tu as formaté ton cerveau à comprendre qu'en fait, ça n'existe pas. Ouais. Tout ça. Et que la personne qui te parle à ce moment-là, c'est sa projection qu'elle a d'elle-même. Ouais. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu vois? Il n'y a rien de personnel, c'est juste des fois ton ego qui te fout dans la mer tout seul, quoi. C'est ça, tu vois. Donc entreprendre, oui, on entreprend, nous tous on entreprend chaque jour dans notre propre maison, dans notre propre foyer. Tu te lèves le matin, tu vas organiser tes affaires, faire tes courses, machin, c'est ça entreprendre. Mais moi là je suis d'accord avec ça, mais ça c'est entreprendre pour quelqu'un d'autre, dans le sens où quand tu deviens vraiment entrepreneur ou tu crées ton business, en fait tu travailles pour tout le monde, tous les gens. En fait tu deviens salarié de tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est ça le plus dur pour certains, tu vois. C'est un mode où tu dois vraiment être prêt à encaisser les coups, à bosser comme un fou furieux. Et encore, pour moi, bosser comme un fou furieux, c'est au départ. C'est au départ. Tant que la machine se lance. Ouais. Mais après, une fois que tu as automatisé... Tu as créé ton système. Tu as créé ton système, tout se fait tout seul. Et en fait, tu dois juste maintenir et être présent, tu vois, pour savoir apporter à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et faut oublier, en fait, pour être entrepreneur, il faut vraiment aimer l'humain. Ouais. Parce que comme tu dis, tu es salarié de tout le monde, donc tu vas voir 10 000 manières de penser, d'agir différentes. Mais je suis totalement d'accord. Mais du coup, tu te vois faire ce truc-là toute ta vie, ou c'est quoi ta vision de cette vie? C'est quoi? Alors en fait, non, toute ma vie je ne serai pas masseuse ou massothérapeute, non.
je resterai toujours dans le même domaine, mais en fait, moi, j'ai à cœur de développer ce qui a déjà commencé, d'autres projets, c'est-à-dire la formation. Ok. Mais j'ai vu sur ton Instagram, tu donnes des formations. Voilà. Et comment ça se passe? Et ben, en fait, tout simplement, c'est des formations que je fais donc sur 2 jours. En général le week-end parce que c'est plus simple pour tout le monde, et où on apprend le massage énergétique. Donc il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a aussi un peu d'anatomie, on va travailler différents points, c'est un contenu assez riche et assez intense qu'on fait sur 2 jours, et c'est surtout pour apprendre aux gens à avoir un toucher juste, et qu'ils en fassent quelque chose de professionnel, tant mieux, qu'ils le gardent dans une sphère personnelle, encore mieux, mais c'est pour se faire plaisir à eux-mêmes, à leurs proches, et après avec qui ils ont envie, tu vois. Il y a ces ateliers-là de formation en massage énergétique. Je prévois aussi d'en faire, mais complètement différent aux professionnels. Ok. Tu vois. Et là, c'est amener une expérience client, tu vois, une fidélisation par le toucher, parce que réellement, le toucher change la vie. Ah, mais bien sûr, tu sais, c'est l'une des choses les plus importantes, la connexion que tu te crées, ça se passe par le toucher aussi. Exactement. Et quand, en fait, juste tenir la main de quelqu'un d'une façon saine, avec une bonne intention, peut rassurer la personne, tu vois. Plus faire un gros câlin aussi. Exactement, c'est ça, tu vois. Ça, c'est le truc où les gens, quand ils se sentent mal, tu leur fais un gros câlin, ça les redétend un peu. Exactement, mais aux États-Unis, tu vois, c'est parce que j'ai vécu aussi aux États-Unis, mais c'est juste logique de faire un câlin à quelqu'un. Tu vois, un hug, pour le coup, tu vois. Et ben, ouais, c'est ça. Et tu vois, et c'est juste normal. Alors que ici, c'est rentrer dans la sphère privée de la personne, mais non, tu vois, c'est parce qu'il y a une arrière-pensée. Mais quand ton cerveau ne pense à rien et que tu fais juste un câlin à la personne, en fait, vous vous mettez au même niveau, tu vois. Et ça, c'est juste génial. Donc moi, c'est ce que je veux faire. Après, pour les femmes enceintes, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est accompagnement à la vie. Donc les personnes... La transition, les femmes enceintes pour avoir accouché, cette période-là d'accouchement. Oui, mais même, dans mes patientes ou massées, j'ai beaucoup de femmes qui ont souvent des soucis au niveau de l'utérus, des ovaires, pour faire des enfants, ce genre de choses-là. Et j'aime bien accompagner ces femmes-là dans leur processus. Après, forcément, une fois qu'elles tombent enceintes, c'est encore une étape différente. Et comment ça se passe du coup? Parce que en vrai, j'en sais rien. Mais comment ça se passe ce processus d'accompagnement des femmes enceintes? Je pense qu'il y aura, s'il y a des femmes qui sont enceintes, qui nous écoutent, ça pourra les intéresser, tu vois. Bien sûr, alors tout simplement les accompagner par le massage. Parce qu'en fait, la grossesse, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est un changement de tout, à la fois de vie, dans ton corps. Ton corps change, tu peux soit grossir, soit maigrir, et tu comprends pas forcément ce qui entraîne des changements d'humeur. Et si la personne a un compagnon, le compagnon en face ne comprend rien, lui il est toujours dans son corps et sa vie est toujours normale, et puis il voit la femme qui n'est pas bien, etc., etc. Et les accompagner, c'est juste déjà beaucoup parler avec elle, et par le massage, lui emmener de la détente, tu vois, et la rassurer sur les 9 mois qu'elle est en train de vivre, jusqu'au moment où elle va donner la vie. Après, il y a aussi l'accompagnement avec le papa, pour qu'il sache qu'en fait, il peut être utile même pendant la grossesse, parce que, alors moi, je ne me substitue pas à un médecin ou à une sage-femme, mais c'est juste qu'il peut avoir un toucher juste pour la femme. À la modeler. À rassurer, voilà. Et elle, du coup, la femme, elle sera contente, et du coup, ça crée de l'entente au sein du couple, tu vois. Après, dès que le bébé naît, alors c'est trop beau, un tout petit truc de 3 kilos comme ça, tout petit chou. Ça va le tenir. Voilà, ça va le tenir, tu vois, et quand il a des petits mots, des gaz, des ceci, des cela, savoir comment faire pour pouvoir le soulager sans forcément lui donner des médicaments. Mais attention, je ne me substitue pas à un médecin, tu vois, mais sans lui donner des médicaments, tu peux aussi le rassurer, le toucher. Et il faut savoir qu'un bébé, pendant 9 mois, il était comprimé dans un ventre, dans un petit ventre, et là il sort, il y a de l'air libre, il comprend rien. Donc au départ c'est extrêmement violent pour lui. Donc c'est accompagner les parents à ça. Après il y a aussi des choses, mais là je vous dévoile beaucoup de trucs, des ateliers pour les couples.
Et ça, j'aime trop. Je crois Et ça peut être intéressant pour aimer Faye, tu vois. Mais vas-y, détaille ça. Ça, c'est hyper intéressant. Ça, tu m'intéresses un peu plus. J'y pensais tout à l'heure, je me disais, en fait, ce que tu fais, supposons il y a deux personnes qui se rencontrent par l'application et partagent un moment de câlin. Parce que sur l'application, c'est le passer au moment où partager un câlin sans penser au sexe. Ne pas mettre le sexe au cœur de la relation dès le départ. Le sexe, comment dire, ça peut venir après, c'est un choix. C'est pas obligé, mais on peut pas forcer deux personnes à ne pas, tu vois, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire. Mais nous, le cœur de l'application, c'est vraiment partager un moment sans penser au sexe. Et tu vois, en parlant de cette discussion avec toi, en fait, ça me fait penser au fait que deux personnes peuvent vouloir apprendre à se faire des massages ou à se faire des câlins, à avoir ces touchés-là. Exactement. Et du coup, c'est cool que tu en parles. Dis-moi comment ça se passe. En fait, ce que je veux faire, c'est vraiment ce que tu dis, des ateliers pour les couples. Alors pour le coup, que ce soit hétéro ou gay, moi je m'en fiche. Ça n'a pas du tout d'importance. C'est juste que les personnes doivent... C'est apprendre aux personnes à avoir un toucher juste. Je m'explique. Chacun d'entre nous a un rapport avec le toucher. Et quand tu rencontres quelqu'un via une application ou même dans le réel, tu peux pas lui dire ben moi j'ai été violée. Ou alors moi j'aime pas qu'on me touche parce que je me sens agressée, etc. etc. Mais pour autant, on sait qu'en étant adulte, on va arriver à cette étape-là. Donc des fois, ça peut être une appréhension pour certains, ou pour d'autres, ça peut être voilà. Et il y a aussi ceux qui pensent qu'en fait tout doit passer par le sexe. Tu vois, toutes les émotions doivent passer par le sexe. Non, en fait, toucher la personne juste en la ressentant, en lui touchant la main. Faut pas sexualiser le toucher. Voilà, faut pas le sexualiser en lui faisant un câlin d'une certaine façon. Et ben ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, on se met au même niveau de vibration, d'accord? Et en fait, tu te rends compte que c'est trop bien parce que tu peux même avoir un orgasme juste en touchant quelqu'un. Parce que c'est l'intention que tu vas y mettre, comment tu vas, toi, te détendre, comment tu vas détendre la personne, la sensation que ça va lui procurer, tu vas être à l'écoute de son corps. Et du coup, on arrive au résultat final, tu vois? Mais dans le plus grand des calmes, et en général, les filles, enfin très régulièrement, ne vont pas se sentir utilisées en disant ouais mais lui voulait juste coucher avec moi ou elle voulait juste coucher avec moi. Ça change la donne. Exactement. Ça donne notre perspective des relations. Oui. Tu le vois différemment que ce que tu vois d'habitude autour de toi, quoi. C'est ça. Et couplé un peu à l'énergétique, c'est-à-dire l'énergie c'est la sensation d'un câlin. D'accord? C'est ça en gros l'énergie. Couplé à ça et où j'apprends différentes techniques aux gens pour pouvoir activer certaines zones et certains centres énergétiques, et on arrive doucement mais sûrement à ce qu'on veut, tu vois. Et en fait c'est juste trop bien, c'est juste noble et c'est juste beau. Et en ce sens-là, oui, après le sexe, ça devient magique. Parce que personne ne se sent utilisé. Vous apprenez à vous connaître déjà de base. C'est ça. Tu apprends à connaître l'autre, à connaître son corps. Son corps. Parce que c'est très important. Excuse-moi de dire ça, mais tu vois, il y a beaucoup de femmes avec qui je parle et je leur demande est-ce que tu connais ton corps? Elles me disent non. Et je dis, mais après, des fois, c'est des femmes de 30, 40, 50 ans. Je dis, mais comment tu connais pas ton corps? Et tu vois, ces femmes-là n'ont jamais osé, par exemple, se toucher. On va parler clairement, tu vois, mais oser se toucher, mais c'est important parce que si tu sais pas te toucher, tu connais pas ton corps, comment tu peux laisser comprendre ton corps à un partenaire, voilà, tu vois. Et donc, ça crée quoi derrière? De la frustration. Alors que quand tu as appris à connaître ton corps, ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, comment tu veux le faire ou pas, tu remets juste les choses... Tu vois, ce sujet un peu tabou encore dans notre société aujourd'hui, où parler de sexe ou des trucs, c'est en train de changer au fur et à mesure, mais c'est encore... en fait, c'est notre génération qui est en train de changer ça. Si tu dis la génération avec tes parents, t'es pas forcément en train de parler de la sexualité avec eux, ils veulent même pas t'entendre parler de ça, tu vois. Mais cette génération que nous on a, les choses qui changent, c'est des sujets qu'on aborde avec... des gens, on en parle autour de nous, qu'on aborde avec nos proches, et je pense que c'est tout que tu vas aborder tes enfants aussi quand ils grandissent, quoi, tu vois. Ouais, bon, après moi c'est déjà un peu le cas parce que moi je suis pas bridée sur ça et que le sexe, j'ai pas ce rapport au sexe, ce rapport malsain au sexe ou ce rapport de, excusez-moi du terme, mais de gênance un peu, tu vois.
Le sexe, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de noble, c'est une énergie de vie. En fait, on en a tous besoin pour être bien dans nos vies, au même titre que manger, boire et dormir. Mais je suis d'accord. Maintenant, en fait, si chacun se connaît bien comme il faut et que tout est fait dans certaines règles de l'art, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas à avoir honte, il n'y a rien qui est sale, il n'y a rien qui est beau, il n'y a rien qui est moche. Enfin, c'est juste parfait. Tu sais, après quand on prend les chakras, le sexe, c'est le premier des chakras. Ouais, d'accord ? C'est le plus fort même des énergies. Exactement. Parce qu'il y a des gens, si c'est l'énergie le plus fort, parce que si tu l'utilises mal, ça peut te foutre ta vie en l'air, tu peux faire des conneries. Exact. Autant si tu l'utilises bien, tu peux faire des choses extraordinaires. Exactement. Et et c'est une énergie, parce que c'est une énergie créatrice. Ouais. Tu vois. Donc, tu vois, sans doute par le biais de mes femmes, et j'avoue que j'aimerais bien faire ça avec toi, c'est emmener les gens tout simplement à prendre conscience de l'énergie créatrice qu'on a, tu vois. Et dans des couples, des fois hétéros, on pourra faire un truc avec Mifa là-dessus pour pouvoir amener ce côté-là aux gens, tu vois, clairement, tu vois, ça peut être hyper cool. Mais moi j'en suis persuadée, fois 1 milliard, pour l'avoir testé, en avoir discuté avec certains de mes massés, etc., et pour l'avoir vécu dans ma propre vie, en fait j'ai pas du tout de doute là-dessus. C'est démystifier la chose, démystifier le sexe, retirer tous les tabous qu'on a, et même tu sais, même ce que je voulais te dire, des fois on a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'accord ? Mais c'est parce que la femme souvent un des deux partenaires fait un blocage parce que parce qu'elle a elle-même un mauvais regard sur le sexe et la relation sexuelle, d'accord ? Elle pourra pas forcément le verbaliser parce qu'elle ne sait pas avec quel mot le dire à son conjoint, mais une fois qu'elle a débloqué ça, que le conjoint a compris, ok, en fait elle est comme ça, ou elle refuse d'avoir des rapports à telle fréquence, mais c'est parce qu'il y a eu ci, ça derrière. Une fois que ça s'est réglé, et ça devient magique. Et bizarrement, après, il y a un bébé qui arrive comme ça, qui se pointe le nez, tu vois. Tout va bien, je suis là. Mais ça rejoint la communication. Ce qu'il y a à retirer des autres, tu vois, et que c'est normal, on est tous composés d'un tas de choses, et c'est utile, mais en fait, de retirer le superflu et de penser à elle en premier. Ouais. Parce que, encore plus pour nous, on nous dit, non, faut pas être égoïste, il faut penser aux autres, il faut donner, oui. Mais tu ne peux pas donner si tu ne penses pas à toi en premier. Je pense qu'on est tous égoïstes de cette manière. Ouais, mais pour certains, c'est difficile de l'accepter. Oui, ils vont dire, ah non, moi je peux pas être égoïste, c'est comme être riche. Oui. Il y en a qui vont dire, ah non, moi je veux pas d'argent, faut que je reste humble. Mais non, en fait, ça veut rien dire. C'est ridicule. On a besoin d'argent pour vivre, tu vois. Ce monde fonctionne avec l'argent. Ce monde ne fonctionne pas avec l'amour et l'eau fraîche ou je sais pas, non. Ce monde, c'est l'argent qui le fait tourner, et si t'en as pas, c'est pas que tu vas être mal ou quoi que ce soit, mais c'est juste que il y a certaines choses que tu peux pas faire ou certaines personnes que tu peux pas aider, tu vois. C'est ça. C'est ça, tu peux t'aider toi-même, tu peux vivre tout seul, mais du coup, si t'en as pas de certaine manière, t'es égoïste de pas vouloir de certaine manière un peu plus pour aider les autres non plus, tu vois. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même, faut pas se mentir, même si on arrive à... Enfin, il y a plein de personnes qui arrivent à être heureuses sans argent. Sans argent, en fait, on a des difficultés dans le sens que tu peux mal dormir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de mal dormir, ça engendre tout un tas de choses sur ton humeur, sur ton corps, physique, émotionnel, etc. Sur tes rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, on va toujours gérer parce que l'être humain est fait pour s'adapter, le corps humain est fait pour s'adapter, mais à un moment donné, comme je dis toujours, celui qui dort dans le 16e arrondissement et celui qui dort dans une cave n'a pas les mêmes problématiques. Mais tu sais, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, je pense aussi, mais après avec l'argent bien sûr, tu sais, dans beaucoup de couples, les ruptures, c'est à cause de l'argent. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne veulent pas admettre que c'est hyper important l'argent, mais il y a tellement de ruptures, de problèmes entre amis où, en fait, autant ça crée de problèmes, autant que c'est hyper important
ce papier là-haut, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que l'argent, tout comme le sexe, sont deux énergies créatrices. Si t'as pas d'argent, tu peux rien créer. Ne serait-ce que tu ne peux pas manger, donc tu ne peux pas te nourrir, donc tu ne peux pas créer de la vie chez toi. Si tu n'as pas de vie de vie sexuelle, bah, ton corps ne se régénère pas. Pour une femme qui en a envie, elle ne peut pas donner la vie, tu vois. Et pour un homme aussi, il ne peut pas donner la vie, tu vois. Donc on fait quoi? Parce que nous, en fait, notre corps est fait de vie et de mouvement. Exactement. Tu vois, sans vie, sans mouvement, il n'y a pas de vie. Dans tout notre corps, le sang, il circule H24, le corps, et bah, H24, les cellules, elles se renouvellent H24. Donc en fait, on est juste la vie. Et c'est en ça que le Covid nous a tués. Tu vois, pour certains. Dans le sens que, bah, on a bloqué toute forme de vie, toute forme de mouvement. Ouais. Donc ça s'appelle la mort. La mort psychologique. Mais la mort, c'est bon aussi. Ah, mais il n'y a rien de mauvais à la mort, honnêtement. C'est. Sans te mentir, c'est pas un truc qui me fait peur. La mort. C'est parce que je sais que tôt ou tard, on va tous y passer. Et puis, c'est ça. Je pense que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas la mort, mais c'est plutôt trop vieillir, tu vois, où tu peux plus bouger. Ouais, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, tu vois. Ça c'est chiant. C'est un monde, imagine, où tu meurs pas et puis t'es là, tu vieillis, t'es dans ta vieillesse, mais un monde où t'es plus capable de rien, mais tu veux pas mourir non plus, tu vois. J'aime pas être dépendant être dépendant des autres. C'est perdre son autonomie, tu perds ton autonomie, du coup tu deviens dépendant, tu vois. C'est un truc qui, des fois, moi c'est ce que quand je vois de loin, ou bien à la télé, ou les gens qui sont dans ces cas-là, c'est quelque chose que moi je crains, tu vois, ou pas. C'est ça, et ben tu vois, moi j'ai la chance de pouvoir travailler aussi en EHPAD, tu vois. Et en EHPAD, t'as de tout, tu vois, t'as des personnes encore bien, tu vois, mais qui sont obligées d'être quelque part, tu vois, parce qu'elles peuvent pas rester toutes seules chez elles. Et après, t'as des personnes avec différentes pathologies, et c'est ça qui m'a le plus frappé au tout départ quand j'y étais, c'est de voir que là elles sont réduites à l'état de bébé, alors que elles ont 80, 100, j'ai même rencontré des dames de 108, 110 ans, tu vois ce que je veux dire, et qui étaient trop mignonnes, et avec toute leur tête, elles te racontent des histoires de 1900, de ouf, hein. Tu vois, en 1920, il y avait ça et tout, et toi tu dis, mais en 1920, c'était quand en 1920, tu vois, on n'était même pas un peu nés en 1920. Ouais. Mais, enfin bref. Et mais dans ces personnes-là, t'en as qui arrivent quand même à se renouveler. Même si elles sont contraintes à manger à une certaine heure, à recevoir des trucs d'une certaine façon et tout, elles arrivent quand même à se renouveler et à voir la beauté de la vie. Et puis t'en as d'autres qui n'arrivent pas et qui attendent juste la mort. Et dans ces cas-là, c'est plus compliqué parce que la mort n'arrive pas quand elles le veulent. Ouais, c'est ça le truc. Et du coup, une journée ou un an pour elles, ça peut paraître une éternité. Ouais, de ouf. Juste une journée, c'est quelque chose, j'ose même pas imaginer, tu vois. Franchement, c'est très long. Franchement, pour avoir vu, discuter avec ça, c'est très très long. C'est très 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 long. Donc, tu vois, tant qu'on est en vie et que nous, on peut encore utiliser toutes nos facultés. Donc on est encore jeune. Voilà, exactement. Autant se créer la vie qu'on veut, autant se faire du bien parce que, tu vois, ces personnes que j'ai vues en EHPAD, tout ce qu'elles gardent, c'est leurs souvenirs. Et souvent, elles me racontaient les mêmes choses. Oui, alors quand j'avais 12 ans, j'ai été cueillir les pommes avec ma grand-mère, j'ai fait ci, fait ça. Elles sont trop mignonnes, tu vois, mais elles s'attachent qu'à des souvenirs. Ouais. Mais c'est tout ce qui te reste après. C'est ça. Ce que tu as vécu, c'est tes souvenirs, c'est toutes les expériences que tu as vécues. C'est ça. Donc... Parce qu'après, tu seras plus en mode Instagram en train de te faire une story Instagram, ou tu seras pas dans ce style-là, tu vois, mais dans une autre... C'est ça. C'est différent. Tu vois, donc c'est pour ça que moi, je trouve que Hug Me Five, c'est génial et que ce que je fais, c'est magnifique aussi, dans le sens que ces personnes-là, parce qu'on arrivera tous à cet état-là un jour ou l'autre, en tout cas je nous le souhaite, c'est d'avoir en mémoire que, franchement, la sensation du toucher ou d'un câlin, ça me fait du bien. Ouais. Tu vois, que ma journée, elle était chiante parce que pour celles qui sont en EHPAD, je fais rien. Mais là, quand telle personne vient me voir et qu'elle me tend la main ou qu'elle me fait un câlin ou qu'elle me fait un machin, ça me redonne
du baume au cœur, de Ouais. l'amour. Et ça me rappelle qu'en fait, dans ma vie, j'ai été aimée de certaines façons, des façons différentes à chaque fois, mais que voilà, je suis aimée, je suis bien, je suis, tu vois, et que je peux partir en paix parce que ben, toute chose a une fin ou un début, comme tu veux. Et voilà. Tu vois, c'est hyper cool. Là, on parle de l'avenir, on va dire. Mais comment, où tu te vois dans 5-10 ans?